Alors on continue, une nouvelle classe que vous ne connaissez pas, ce qu'on appelle les antiarythmiques par augmentation de la durée des périodes réfractaires, surtout pour les cellules à réponse rapide. Et là, ce qu'on va bloquer, ce sont des courants potassiques. Et donc, retenez IK1 si vous n'en avez qu'un à retenir. On ne va pas vous rendre la pharmacologie trop compliquée. Là, je vous ai mis le site de pharmacologie française où je trouve que c'est très bien fait. Le cours sur les antiarythmiques est très bien fait. Donc, vous tapez www et vous le trouverez. Donc, vous voyez, on change de canal. Là, on avait un récepteur bêta-adrénergique. Souvenez-vous, c'était plus la modulation de IF par les nucléotides cycliques. On va y revenir. Et puis, classe 1, c'était sodium. Alors, IK1, où est IK1 IK1, c'est essentiellement un courant dans la phase 4 de ces cellules à réponse rapide, les myocytes, les fibres de Purkinje, et qui vont intervenir en particulier quand il y a des lésions, de l'ischémie, de l'œdème, du post-infarctus, avec ce qu'on appelle des dépolarisations, la phase de dépolarisation diastolique lente qui va recréer à nouveau un potentiel d'action lorsqu'il aura atteint le potentiel seuil. Et on garde ici toujours les courants. Alors, il y a un petit overshoot avec un courant potassique. Ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Nous, c'est celui-là. Et en sachant aussi que la partie 3 correspond aussi à un courant potassique. Donc voilà. Antiarythmique de classe 3, vous verrez quel est le médicament qui domine, mais c'est quelque chose qui pourrait ressembler aux antiarythmiques de classe 1 parce qu'ils agissent sur les cellules à réponse rapide, myocytes et fibres de Purkinje, mais qui n'agissent pas au niveau du canal sodique, qui agissent au niveau du canal potassique. Et puis, quatrièmement, la classe 4, et ça vous l'avez vu, l'inhibition calcique, essentiellement verapamil-diltiazème. Donc, systématiquement, vous pouvez rajouter, je vous l'ai écrit à la fin, mais c'est vraiment, c'est là où il faut l'écrire, inhibition calcique, essentiellement verapamil-diltiazème, pas les dihydropyridines, c'est-à-dire les antagonistes calciques qui ont une sélectivité vasculaire, qui augmente les périodes réfractaires, surtout pour les cellules à réponse lente et qui bloquent le canal calcique lent. VOC, dont on a parlé en ED. Donc rien de surprenant, ça vous le savez, c'est lié à leur propriété de sélectivité vasculaire. Et donc à nouveau un code couleur, d'abord les cellules à réponse lente, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, et puis de manière moins importante, c'est pour ça que je vous l'ai mis en plus petit, les cellules à réponse rapide en rouge. Donc globalement, imaginez que vous ayez un puissant antagoniste à sélectivité vasculaire qui bloque les canaux calciques. Qu'est-ce qu'ils vont bloquer ? Eh bien, ils vont bloquer essentiellement cette phase 0, puisqu'on sait qu'il n'y a que le calcium. Cette phase 0 ne dépend que du calcium, pas du sodium. Et en dépendant du calcium, elle devient vulnérable à ces médicaments. Avec ces régions qui sont des cellules nodales, qui ne sont pas des cellules contractiles, qui sont des cellules de conduction et qui peuvent avoir une activité pacemaker qui est modulée par le tonus sympathique. On l'a vu pendant le cours. À un moindre degré, ces cellules à réponse rapide, je rappelle que la phase 0, c'est du sodium, mais que la phase 2, c'est de l'entrée de calcium. Et c'est justement cette entrée de calcium, entrée égale dépolarisation, ça c'est des conventions internationales, qui va annuler, mais pas complètement, qui va perdre de son effet au fur et à mesure, la sortie de potassium qui va aboutir à la vraie repolarisation. Donc, quatrième classe. Et vous comprenez déjà que quand vous les comparez les unes aux autres, probablement, à ce niveau-là, déjà, vous pouvez vous dire les plus puissantes sont la classe 1 parce qu'elles agissent sur le canal sodique, qui est capital pour la contraction et la conduction des cellules à réponse rapide. Alors maintenant, on va regarder les conséquences sur l'électrocardiogramme.
parce que tout médecin généraliste devrait être capable d'interpréter un électrocardiogramme. Et surtout, ce qui m'intéresse pour vous, à votre niveau, c'est de vous parler de la bradycardie. Donc vous avez deux médicaments. Théoriquement, ce cours, il aurait dû avoir lieu avant votre D, mais enfin bon, c'est l'agenda de la fac, on a décidé autrement. Mais ce n'est pas grave, peu importe le sens dans lequel on le voit. Mais vous voyez tout de suite, c'est ce qu'on a discuté vendredi, que la classe 2 est bradycardisante, vous le savez, c'est les bêta-bloquants. La classe 4 est bradycardisante, vous le savez, c'est verapamil, diltiazem. Les dihydropyridines ne sont pas bradycardisantes. Et donc tout de suite, vous vous dites, oh là, mais déjà, risque d'interaction entre ces deux médicaments. Alors la bradycardie des bêta-bloquants, elle est intuitive, mais on va rentrer dans le mécanisme tout à l'heure. Le tonus sympathique qui libère de la noradrénaline, qui agit sur son récepteur bêta-1 adrénergique du tissu myocardique et en particulier du nœud sinusal, va déclencher un potentiel d'action au travers de l'activité pacemaker et rythmer la fréquence cardiaque. Si vous bloquez les récepteurs bêta-adrénergiques, vous bloquez le tonus sympathique. Et le tonus vagal se manifeste, acétylcholine, le neurotransmetteur, et donc le cœur se ralentit. Donc bradycardie. Ah pardon, là j'aurais dû écrire bradycardie des bêta-bloquants et des antagonistes calciques. Bradycardie des bêta-bloquants, partie gauche, bradycardie des antagonistes calciques, partie droite. Partie droite, pourquoi? Pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, potentiel triangulaire, dépendance du calcium. C'est lui la réponse lente. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, je vous donne les petites clés pour comprendre. 1, les classifications en 4. 2, cellules rapides ou cellules lentes. Alors maintenant, les effets indésirables. Et la première chose qu'on va voir avec ces antiarythmiques de classe 1, c'est l'arythmogénicité. Voilà. Comprendre que les antiarythmiques peuvent générer de l'arythmie, essentiellement par... Donc cette arythmogénicité peut entraîner des tachycardies, peut entraîner des flotteurs, mais elle n'entraînera jamais de torsade de pointe. La seule catégorie qui entraîne des torsades de pointe, c'est la classe 3. Mais ça, on va y arriver dans un instant. Donc retenez, ça n'entraîne pas de torsade de pointe. Déjà, parce que la torsade de pointe, c'est l'équivalent d'une tachycardie ventriculaire. Hein. C'est catastrophique. Donc des tachycardies, des flotteurs. Et quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est essentiellement lié au ralentissement de la vitesse de conduction. Donc là, je vous l'ai écrit plutôt que de vous en mettre un schéma pour que ce soit clair, que vous envisagiez plusieurs schémas possibles. Mais globalement, vous voyez, on parlait d'un circuit de réentrée tout à l'heure. Eh bien, on ralentit la vitesse de conduction, eh bien, on ralentit la vitesse à partir avec laquelle la zone de bloc peut sortir de sa propriété de bloc, par exemple unidirectionnelle, et donc pérennisation d'un circuit de réentrée qui atteint sa zone de bloc après qu'elle soit sortie de la période réfractaire. Deuxième possibilité, l'étage supraventriculaire. Alors l'étage supraventriculaire, vous pouvez avoir un flotteur, mais souvenez-vous, un flotteur, c'est quand même des contractions de l'oreillette qui sont trop rapides et il faut que ça passe le niveau jonctionnel et puis que ça aille au ventricule. En général, ça passe une fois sur 2, une fois sur 3. Une fois sur 3, c'est bien, parce que si votre flotteur est à 140, à 160, c'est 4 x 4, 16, 3, enfin, mais aux alentours de 50-60. Et en revanche, si il se transmet plus souvent, eh bien, ça sera 80 par minute. Et si le flotteur est à 200, ça sera du 100 par minute, etc. Donc la transmission sera d'autant plus rapide que l'antiarythmique aura accéléré la transmission au ventricule. Et encore une fois, ça n'est pas bon parce qu'un ventricule ne peut pas se remplir de manière trop rapide. Donc voilà pour les propriétés arythmogéniques. Et je reviens à mon petit tableau. Souvenez-vous, je vous ai dit,
inotrope négatif. Inotrope négatif parce que bloqueur de sodium. Ce sont les plus puissants inotropes négatifs, les bloqueurs de l'entrée de sodium. Et puis bien entendu, des blocs de conduction ischien ou intraventriculaire, donc un élargissement du QRS, pareil, hein, le faisceau de His Purkinje, c'est très dépendant du sodium, vous bloquez le sodium. Il y a deux propriétés majeures ici qui sont inotropisme et dromotropisme, c'est-à-dire conduction et contraction. Et puis en plus, un peu de dysfonction sinusale. Mais retenez que ce sont d'abord les plus arythmogènes et qu'ils sont associés à de l'inotropisme négatif. Si vous mettez le sodium derrière ça, vous avez bien compris. Et maintenant, on va passer à l'arythmogénicité des médicaments dits de classe 3. Alors ça, je vous l'ai un peu expliqué, en fait. Hein, on l'a vu dans les premières diapositives, mécanisme 2 post-potentiel. Et là, l'arythmogénicité, elle est essentiellement liée à un allongement tel du potentiel d'action que tout d'un coup apparaissent des oscillations de la durée du potentiel d'action, qu'arrivent à ce moment-là des dépolarisations spontanées, lentes, parfois rapides, et le système se met en route. Et la torsade de pointe, c'est typiquement ça. Hein, sur une dérivation, vous voyez, elle dure relativement longtemps, il y en a plusieurs. Et on l'appelle torsade de pointe tout simplement parce que c'est un système qui tourne dans le ventricule. Et si vous mettez une électrode à un moment, eh bien, le courant va s'éloigner et se rapprocher, et ce qui va donner ce côté de torsade, petite amplitude, grande amplitude, etc. Et puis tout d'un coup, pof, ça y est, ça revient, et voilà, vous avez un rythme sinusal, mais entre-temps, le patient, à mon avis, n'allait pas forcément bien. Donc, allez, ne retenez pas plus que ça, torsade de pointe égale classe 3. Voilà. Et égale en fait certains médicaments de classe 3. Donc on a tout vu avec en profil d'effet indésirable. La classe 2, alors oui, voilà, je vais revenir là. La classe 2, bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire, on le sait par définition. Inotropisme négatif par définition, blocage des récepteurs bêta-adrénergiques qui médient l'inotropisme. Et puis la classe 4, inotropisme négatif, on le sait, verapamil-diltiazem, bradycardie et bloc auriculo-ventriculaire. Voilà, exactement la même chose pour la classe 2, pour la classe 4. Mais là, il n'y a pas d'arythmogénicité. Donc quand vous voyez, on va voir les médicaments, mais quand vous voyez un patient qui est sous bêta-bloquant pour des troubles du rythme, sous antagoniste calcique pour les troubles du rythme, déjà vous comprenez qu'il n'a pas une symptomatologie majeure, puisqu'on n'est pas obligé de passer à la classe 1 et à la classe 3, et surtout que vous n'aurez pas à redouter la rythmogénicité.